Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce petit webinaire sur les tests dans DBT. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? Est-ce qu'on peut valider ça dans le chat? Magnifique, merci Foucault. Euh, Comme d'habitude, on va laisser 2-3 minutes pour les retardataires, histoire de pas démarrer trop tôt et de rattraper un peu du monde au passage. On va pas attendre 15 minutes, hein, c'est juste 2-3 minutes, histoire de laisser la chance à tout le monde de se connecter. On présentera rapidement l'agence au début et puis après, je laisserai Baptiste dépiler sur la data quality dans DBT et les tests que vous pouvez mettre en place pour suivre ça et puis améliorer vos projets tout simplement. Bonjour Manon et bienvenue dans le chat. Bonjour Pour Manon. les autres, pour les autres qui sont présents sur le webinaire, Manon travaille dans l'ancienne entreprise dans laquelle on travaillait avec Baptiste. Et donc Manon a hérité d'un projet DBT costaud, si on peut dire ça comme ça. Donc elle est là soit pour nous taper sur les doigts, soit parce que elle a envie d'en apprendre encore plus. Ah bah, Julien, roi de la documentation, merci, Ah ça bah fait plaisir. parfait. Il y en a jamais assez, mais quand il y en a un peu, ça fait quand même plaisir. Ouais. Ah. D'ailleurs, je sais pas si t'en parles dans le webinaire, Baptiste, de DBT Coverage. Non, malheureusement, il aurait fallu faire une demi-journée de webinaire pour aller jusque-là. Ouais, bon, on pourra mentionner ça à la fin, mais ça, c'est un truc chouette qu'on veut mettre là sur tous nos projets qui permet de valider si tout est documenté, toutes les colonnes sont documentées, toutes les tables sont documentées, etc. Et ça donne un score à votre projet DBT, tout simplement. Ça gamifie un peu le travail, quoi. On ne refuse pas. Après, vous faites des compétitions entre business unit et tout ça, quoi. Exactement, avec des vouchers Amazon de 500 € là, pour Noël. Ah, on va patienter 2 petites minutes. Après, on n'est pas énorme. Je crois qu'on est 75 en tout. Il y a toujours un peu de no-show, mais bon, c'est un webinaire assez technique, donc je suis pas surpris qu'on n'ait pas 1 milliard de participants. Bonjour Jamel. Est-ce que chez Hello vous il Janelle. pleut là, tous? Parce que pour la petite histoire, le premier webinaire que j'ai fait chez Unnest, il pleuvait à mort à Lyon, déluge exactement, et il a plu dans mon salon pendant le webinaire. Et donc pendant le webinaire, j'avais de l'eau qui coulait des luminaires et tout, c'était n'importe quoi. Et 1 an et demi après, le plafond a été réparé, les travaux d'étanchéité sont faits, donc la boucle est bouclée. Et c'était un webinaire sur DBT, je pense d'ailleurs. Je me souviens Mais je me plus. demande C'est si avec c'est toi, pas Baptiste? c'est celui que j'avais présenté effectivement sur. Ouais, ça va être celui-là. Ouais, une petite minute et puis après on y va. Est-ce qu'il y a du monde qu'on connaît dans le chat? Il y a du monde de West France. Je sais pas si on aura le plaisir d'avoir Aristide et Vincent aujourd'hui, mais s'ils sont là, n'hésitez pas à leur envoyer des messages dans le chat. On a Respire aussi. On a du Convertéo. Bonjour Convertéo. Passez le bonjour à Daniel Yvan de ma part. Ah, il y a Rania aussi, qui a travaillé chez nous, si je dis pas de bêtises. Bonjour Elias. Bon allez, je ne vais pas vous faire poireauter plus longtemps. Merci à tous de venir pour ce webinaire qui sera sur la data quality dans DBT et les tests qu'on peut mettre à jour pour suivre tout ça et puis améliorer vos projets. Au programme, on va se présenter rapidement, mais vraiment ça va durer 2-3 minutes. Hein. L'idée, c'est pas de vous faire ces speeches qui durent 3 ans. Je laisserai tout de suite la main après à Baptiste pour qu'il vous parle des tests dans DBT Core, vous montre un peu en pratique à quoi ça correspond. Et on fera une session de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions de Livestorm, ça permet de mieux les modérer. Après, si vous les mettez dans le chat, tant pis, je répondrai dans le chat, c'est pas grave non plus. L'idée, c'est que Baptiste, il prenne le lead sur la présentation, et moi, je regarderai un petit peu, je ferai l'administration du chat pour vous répondre au fur et à mesure. Je sais plus exactement, je crois que Baptiste, il a un webinaire de 25-30 minutes en présentation. Tu me corriges si je dis des C'est bêtises. ça. C'est ça. Donc l'idée, c'est qu'après, on passe un peu sur un mode questions-réponses et voilà.
Donc sur qui sommes-nous? Ça va être assez rapide. ENS, c'est une agence de conseil en data. Historiquement, l'agence, elle a été créée plutôt sur des thématiques de tracking, de digital analytics, et ça s'est un peu étendu à d'autres domaines avec tout le data marketing et les autres expertises qu'on peut avoir autour de ça. On va avoir 6 personnes aux opérations qui gèrent la direction conseil, la direction clientèle, le commercial, etc. Et après, on a 4 business units chez nous. La business unit du tracking qui est gérée par Vincent. La business unit autour du data intelligence qui va être l'analyse ad hoc, le dashboarding, etc. Qui est gérée par Romain et Louis. La partie data platform engineering dont je vais un peu plus vous parler après parce que c'est celle que je manage moi-même. Et on a une petite BU, petite mais très experte sur le data management avec 2 data product owners data qui a un profil de plus en plus demandé, utile et pertinent par rapport à la taille des projets, au scope des projets data qu'on délivre pour nos clients ou même directement les annonceurs quand ils ont des équipes en interne. Le data platform engineering, c'est la partie que je gère moi. Concrètement, c'est toutes les expertises et tous les travaux qu'on va mettre en place pour déployer une plateforme data chez nos clients. La plateforme data aujourd'hui, elle va se composé à peu près de ces briques que vous voyez à l'écran, avec des outils d'extraction de données pour aller récupérer les données de vos bases transactionnelles, de vos SaaS, de vos différentes plateformes. Et on va les collecter aussi tout ce qui est événements avec GA4, Mixpanel, etc. On va mettre ça dans un data warehouse qui peut être BigQuery, Snowflake ou autre chose. On va mettre en place de la data transformation. Donc là, on va parler exactement de ça avec DBT et les tests dans DBT. Une fois que toutes les données sont dans le data warehouse, modélisées, testées, etc., on va l'activer. On va l'activer à pour différents usages. Ça peut être de la BI avec du tableau, du Power BI, du Looker Studio, que sais-je. Là, c'est au goût de chacun. Du Reverse ETL qui est pour moi le cas d'usage beaucoup plus intéressant parce qu'il permet directement d'améliorer la performance opérationnelle de vos équipes marketing, par exemple. Donc ça, on le fait beaucoup avec iTouch, donc on est d'ailleurs partenaire avec eux. Et on fait aussi du machine learning avec Vertex AI ou d'autres solutions qui permettent d'utiliser la donnée qu'il y a dans votre data warehouse pour faire de la prédiction, du clustering, etc. Autour de ça, parfois, quand on a des grosses plateformes, il est nécessaire d'avoir un outil d'orchestration qui permet de faire déclencher toutes ces briques au bon moment en fonction des bonnes conditions, etc. Et c'est dans ces cas-là qu'on va mettre des outils comme Airflow, Dexter ou Mesh pour orchestrer votre plateforme data. Concrètement, dans l'équipe, du coup, il y a 3 sous-expertises, même si les enveloppes sont un peu perméables. On va avoir des data engineers, des analytics engineers et des BI engineers. Le data engineer travaillera plutôt sur les flux de données, l'analytics engineer sur la modélisation et le BI engineer sur la modélisation en bout de chaîne et sur la mise en place des dashboards dans vos outils de BI. Voilà. Et je pense que j'ai terminé. Il me reste plus qu'à présenter les intervenants. Donc moi-même, je suis, comme je vous le disais, Head of Data Platform Engineering, pardon. Ça va faire bientôt 2 ans, je pense, que je travaille chez NS maintenant. Et Baptiste est dans mon équipe. Et je te passe le micro. Merci, merci Julien. Alors pour le petit historique, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille aussi ensemble avec Julien, même si on s'est retrouvés à différents moments de nos expériences professionnelles respectives. C'est un peu mon mentor dans le DBT game. Du coup, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les tests dans le DBT Core. Donc, on va pas trop parler de DBT Cloud, orchestration, alerting, etc. Première petite aparté, j'essaierai de pas en faire trop tout au long du webinaire, mais si jamais la distinction entre DBT Core et DBT Cloud est pas très claire pour vous, ou vous connaissez pas trop les 2 outils, comme je viens de mentionner en introduction, on a déjà fait un webinaire sur le sujet. C'était moi qui l'ai présenté, je crois, il y a quelques mois maintenant. Il me semble que le replay est toujours disponible sur le YouTube de Nest. Donc, voilà. N'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur le sujet, de toute façon, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à venir nous voir après. Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur DBT Core. C'est un outil assez qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Et en fait, comme on l'a vu, il a une place assez centrale dans toute la chaîne de modélisation. Et en fait, dès qu'on veut rentrer dans des logiques d'automatisation, d'envoyer directement sur du reporting, sur du reverse ETL, etc., il faut qu'on s'assure que toutes les données qu'on va soit partager en interne à nos collègues, à nos clients internes en quelque sorte, voire même en fait, si on fait du reverse ETL renvoyé dans nos outils, soit pas erroné pour éviter de déclencher par erreur des campagnes, que sais-je encore. Et donc, on va essayer de voir en fait comment on peut limiter tout ça en contrôlant la qualité de nos données tout au long de la chaîne de modélisation dans DBT Core. On va passer en revue 4-5 types de tests
que nous on recommande, enfin qu'on utilise régulièrement et qu'on recommande d'essayer en fait d'intégrer petit à petit dans vos processus de modélisation et de création de data mart pour en fait que ça devienne presque un réflexe et qu'on n'y pense plus parce que souvent la data quality on se rend compte trop tard qu'on n'a rien mis en place et donc du coup l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer petit à petit toutes ces bonnes pratiques. La première catégorie de tests, c'est peut-être la plus simple, mais la plus, alors je n'irai pas jusqu'à dire efficace pour pas faire de classement, mais en tout cas une des plus utilisées et quand même une des plus efficaces. Parce qu'en fait, c'est les tests natifs directement intégrés dans DBT Core qui vont permettre de couvrir un certain nombre de cas d'usage. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire les plus importants, mais qui souvent peuvent inquiéter nos clients ou nos collaborateurs. Alors, au nombre de 4, ils vont vous permettre tout simplement de tester les valeurs dans une colonne de n'importe quelle table, de n'importe quel modèle DBT. Les deux premiers, unique et not nul, que je vais entrer, enfin dans lequel que je vais présenter juste après, c'est vraiment ceux qu'on va utiliser, moi j'ai tendance à dire automatiquement. C'est-à-dire que le premier, comme il vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de doublon dans une colonne, alors souvent sur des colonnes type ID ou email, qui sont des colonnes dont on va servir pour identifier nos objets, nos clients, et par la suite, en fait, s'en servir comme valeur de référence. On veut s'assurer qu'il ne soit pas potentiellement dupliqué pour éviter soit des erreurs de calcul sur des chiffres, des sommes de CA, etc., soit pour éviter de renvoyer par exemple 2 fois des emails ou ce genre de choses. Et la valeur not nulle qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas de ligne dont la valeur est nulle, tout simplement, dans la colonne. Donc à nouveau, toujours les colonnes de référence, ID et email, mais aussi dans certains cas, ça va nous arriver quand on va faire des jointures ou ce genre de choses, s'assurer qu'une colonne dont on va servir par la suite pour faire des calculs, des modélisations dans nos data marts ne soit pas vide, comme par exemple ici le coût d'une commande, parce qu'on pourrait avoir voulu faire une jointure entre un client et toutes ses commandes et par une erreur de modélisation perdre les valeurs de la colonne coût de commande. Donc déjà en fait avec ces deux premiers tests, on se rend compte qu'on va pouvoir faire une sorte de premier check de notre data quality. Je crois qu'on a perdu le... Ouais, et couvrir un certain nombre de cas d'usage. Et les deux autres tests, les built-in tests qui sont accessibles dans DBT Core, c'est le test Accepted Values qui va vous permettre de définir une liste de valeurs qu'on veut retrouver dans la colonne et vérifier qu'en fait, toutes les valeurs d'une colonne correspondent aux valeurs prédéfinies dans cette liste. Souvent, on va parler ici de statut, de catégorie, etc. Ça peut nous servir dans des cas où, par exemple, ça, je parle d'un cas qui m'est arrivé à moi, on va avoir un changement dans la base de données d'une application. On va, par exemple, remplacer un statut d'un client ou d'une commande par un nouveau statut qui soit plus exhaustif ou qui colle à plus de cas d'usage. Et en fait, on risque de parfois se retrouver même s'il y a une modification qui est effectuée dans la base de données avec des reliquats. Donc, ça peut nous permettre de détecter si jamais il reste de ces données. Et enfin, le test de relationships, qui va vous fonctionner un peu comme une foreign key dans les bases de données, il va vous permettre de vérifier que toutes les valeurs d'une colonne sont référencées dans une autre colonne d'une autre table. Typiquement, alors ça va être un peu l'exemple fil rouge de toute ma présentation. Imaginons qu'on ait une application en ligne, un site en ligne de vente de produits quelconques. On a une table qui va lister toutes les commandes que nous avons passées. Et dans, je pense, 99,99% des cas, ces commandes vont être reliées à un client. Pour plein de raisons potentielles, mais je pense notamment au RGPD ou des cas de fraude, etc., on peut se retrouver à devoir supprimer des clients de notre base de données, soit parce qu'il y a une demande, soit parce qu'en fait, on veut supprimer le compte client. Et en fait, on va vouloir détecter si il y a, pas pareil, à nouveau un peu un reliquat d'erreurs. Donc, par exemple, une commande qui se retrouverait avec un client ID qui n'existe plus, ce genre. Et donc, en fait, l'avantage de ces cas de tests, c'est qu'ils permettent de couvrir déjà un certain nombre de cas d'usage importants et intéressants, et surtout, ils sont extrêmement simples à mettre en place. Il n'y a pas besoin de compétences spécifiques, on ne va pas vous demander d'écrire du SQL, il n'y a pas de configuration complexe à mettre en place, puisque comme ils sont présents nativement dans DBT Core, il suffit de les ajouter comme n'importe quel autre type de configuration dans vos modèles et dans vos colonnes, sur les colonnes concernées. Donc là, par exemple, vous voyez, hein, on reste toujours sur cette commande, sur cette logique d'une table commande dans laquelle on a une première colonne qui s'appelle Order ID. Et en fait, tout de suite, on va pouvoir ajouter la petite clé test dans laquelle on indique qu'on veut faire un test d'unicité et de non-nullité de notre colonne. Pareil ensuite sur la colonne status, dans laquelle on va passer donc le test d'Accepted Values, et pour le Customer ID, on va pouvoir passer le test de Relationship. Donc en fait, vous voyez, écrire, allez, il y a 15 lignes de code à peu près à mettre dans un fichier YAML. En tout et pour tout, je pense que ça prend
moins d'une minute. Donc c'est pour ça que je vous parlais en introduction de bonnes pratiques à vraiment intégrer dans un processus de développement de modélisation DBT. Parce qu'en fait, on a parfois l'impression que la data quality, c'est un monstre et qu'on n'arrivera jamais à la mettre en place, alors que ça passe vraiment par ces petits réflexes et ces petites configurations. Alors, attention tout de même à bien gérer l'indentation. Quand on a l'habitude de faire du SQL, on peut se permettre de faire des indentations à la One Again Beast to Fly. Là, ça va être un peu plus compliqué puisque le YAML est assez sensible à ça. Pareil, attention à bien mettre les underscores, à pas oublier les arguments si c'est nécessaire et tout ça. Mais c'est pas bien compliqué. Et en plus, comme vous pouvez le voir sur la colonne Order ID, on peut tout à fait combiner plusieurs tests à la fois, ce qui permet d'aller un peu plus dans le détail. L'autre catégorie de tests présente dans DBT, c'est ce qu'on appelle les data tests. Alors ça a changé assez récemment, donc je vais vous demander, mais je vous expliquerai après pourquoi. Ces data tests, leur objectif, grosso modo, c'est de vous permettre de vérifier vos modèles DBT absolument comme vous le souhaitez. Ils sont divisés en deux types qui vont vous permettre de tester des modèles de manière plus adaptée et spécifique, soit en vraiment se concentrant sur un seul modèle, soit en créant des tests adaptés à tous les modèles. Et l'idée ici, ça va être en fait de rédiger un script SQL qui va aller chercher des lignes erronées, c'est-à-dire en fait avec les conditions de l'erreur recherchée, avec les conditions des erreurs potentielles. Donc en fait, c'est un peu faire une requête SQL à l'envers, c'est-à-dire au lieu de se dire qu'est-ce que je cherche à créer, c'est-à-dire mettons par exemple la somme de toutes les commandes, la somme payée par un client au cours de toutes ces commandes, mais en fait on va aller plutôt chercher les erreurs dans des commandes, donc par exemple une commande qui soit à moins de 1 euro, des commandes qui n'aient pas de client, ce genre de choses. Donc pour ça, on va pouvoir créer soit un test spécifique à un modèle, singular data test, ou réutilisable pour chaque modèle, donc des tests générés. Et en fait, là où c'est, alors entre guillemets, un tout petit peu plus long et vraiment complexe, je l'utilise avec des énormes pincettes, à mettre en place, c'est que ça reste quand même de l'écriture de code SQL. Donc ça rejoint vraiment ce que vous faites quand vous écrivez vos modèles DBT. Donc pour les singular data tests, l'idée ça va être d'aller tester un modèle en particulier. Donc vérifier, son objectif, ça va être de vérifier les résultats sur un modèle selon une ou plusieurs conditions. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je vous donne, on est sur l'idée d'aller chercher des commandes qui soient dont le montant soit inférieur à 0, donc négatif. Autant 0, ça peut paraître logique, autant des commandes négatives, ça paraît assez improbable. Donc du coup, là, en fait, on va vraiment écrire une requête SQL. Simplement, on va aller, comme je vous disais, chercher la condition qui va permettre de renvoyer des lignes erronées. Et en fait, une fois que vous avez créé ce test, on va l'écrire dans un fichier en .SQL. Donc c'est pour ça que ça ne change pas vraiment de ce qu'on fait d'habitude. Simplement, on va le stocker dans le dossier test du projet DBT. Et le simple fait de l'avoir créé dans ce dossier test, ça va permettre à DBT de le détecter comme étant un test. Et donc, vous n'avez même pas à attribuer ce test à un modèle ou quoi que ce soit. En fait, automatiquement, dès que vous lancez la commande DBT test, DBT Corp va le lancer en même temps. Et en fait, si on veut aller un peu plus loin, puisque cette logique de chercher des valeurs qui soient négatives, des valeurs erronées qui soient négatives, on pourrait imaginer que ça s'applique aussi à un stock, par exemple une quantité de produits, etc. On va pouvoir créer ce qu'on appelle un générique data test qui vous permet de vérifier les mêmes conditions, mais cette fois-ci sur un ou plusieurs modèles. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de le mettre dans un simple fichier SQL dans le dossier test, on va déjà le stocker toujours dans un fichier SQL, certes, mais dans ce dossier générique, et le mettre dans un bloc Jinja avec la clé test. Vous en avez peut-être déjà vu avec les clés for, si jamais vous vous amusez à mettre du Python, enfin, vous avez envie de mettre des boucles dans votre SQL, si vous faites de la documentation, etc. Donc en fait, ici, on va définir notre test un peu comme on définirait une fonction, que sais-je encore, avec les deux arguments qui sont donc le modèle et le nom de la colonne sur laquelle on veut appliquer le test. Et en fait, on va écrire exactement, si on revient en arrière, le même test que sur notre modèle orders, avec notre colonne order total cost. Mais cette fois-ci, en fait, DBT va être capable d'identifier, une fois que vous l'aurez attaché au modèle et à la colonne qui vous intéresse, va être capable de détecter automatiquement le modèle et la colonne, et donc en fait de les appliquer directement dessus. Et en fait, une fois que c'est fait, donc là par exemple j'ai créé le test, alors l'idée c'est de créer un nom qui soit assez parlant, hein, donc less than 0. Mais en fait, on va aller tout simplement chercher notre colonne orders, notre table orders, la colonne order total cost et y ajouter le test less than 0, comme vous pouvez le voir sur la dernière ligne du screen. Et en fait, à nouveau, pas besoin de passer d'arguments ou quoi que ce soit, puisque le fait de l'ajouter et de l'indiquer dans le YAML de configuration ici va vous permettre de le détecter automatiquement. L'avantage de ces tests, c'est qu'ils vous offrent beaucoup de flexibilité.
puisque vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et si on en revient même au Singular Data Test, ils peuvent vous permettre de vérifier en fait des données dans l'historique. On pourrait imaginer par exemple que sur un Singular Data Test, on aille vérifier que le nombre de commandes de la table orders en 2018 n'ait pas changé, puisqu'il est fort probable que plus personne n'ait passé de commande en 2018. Pareil, si on veut vérifier un chiffre d'affaires ou voilà, ce genre de métriques qu'on a déjà calculées et qui sont censées être gravées dans le marbre. Et si on reprend plutôt les tests génériques, cette fois-ci, ça pourrait être par exemple sur une date de référence, si on a ajouté un nouveau type de produit à partir du 1er janvier 2024, si en fait certaines références ont été créées à partir du 1er janvier 2024, s'assurer que en fait toutes les valeurs d'une table n'existent qu'à partir du 1er janvier 2024. Donc on va pouvoir tester effectivement la donnée quotidienne, mais aussi s'assurer que, par exemple, de nouvelles modélisations ou des changements en base de données ou des changements d'outils ou que sais-je encore n'impactent pas le passé qui n'est pas censé changer et évoluer. La dernière catégorie de tests inclus dans DBT Core que je vais vous présenter, c'est une catégorie qui est assez récente, donc tout le monde n'en aura peut-être pas entendu parler, et moi-même, j'en ai pas entendu parler tout de suite parce que j'étais en vacances au moment où c'est sorti. Mais en mai 2024, DBT a sorti sa release 1.8. Et alors, il y avait quelque chose qui était demandé, c'était la possibilité parfois de tester de tester des modèles DBT avant de faire tourner ces mêmes modèles. Parce qu'en fait, tout ce que je vous ai montré, ce sont des tests qui vont être effectués sur la donnée qui est déjà présente dans votre data warehouse. Donc du coup, on part du principe qu'en fait la donnée erronée est potentiellement déjà présente dans votre data warehouse. Et en fait, avec la release de mai 2024, ou je crois que c'est mai, bon, en tout cas la 1.8, ils ont sorti ce qu'ils appellent des unit tests et qui vont vous permettre en fait de vérifier cette fois-ci non pas la donnée d'un modèle, la donnée qui est créée par un modèle, mais plutôt en fait la logique de ce modèle SQL sur des données statiques. Donc l'idée étant de vérifier que vos calculs, vos modélisations, vos transformations fonctionnent comme vous le souhaitez avant de l'appliquer sur les données réelles de votre application, de votre base de données de preuve. Une fois que donc le processus est quasiment le même, hein, on va écrire un modèle SQL qui cherche à faire ce qu'on souhaite. Et cette fois-ci, au lieu de rajouter un nouveau code, par exemple un Singular Data Test ou autre, en fait, on va créer des données statiques qu'on va pouvoir passer dans le fichier de configuration YAML. Et en fait, automatiquement, DBT va pouvoir appliquer la logique du code sur ces données statiques. Là, tel que je vais vous les montrer, on va les écrire en dur, enfin elles sont écrites directement dans YAML, mais il y a plusieurs possibilités pour ajouter ces données, notamment si vous voulez commencer à ajouter beaucoup de cas d'usage et éviter d'avoir à écrire toutes les lignes dans votre fichier YAML, vous pouvez par exemple les mettre dans un fichier CSV et vous servir de ces fichiers CSV comme des sources à vos unit tests. Alors, DBT précise quand même que ça c'est pas forcément adapté à toutes les logiques de transformation et de modélisation, et il considère que c'est des tests qui sont particulièrement adaptés dans des cas de calcul de regex, de calcul de date, sur des Windows Functions ou des case un peu complexes, ou des troncatures. L'idée étant derrière, en fait, d'avoir presque des valeurs en true-false qu'on puisse vérifier et confronter assez facilement. Donc, comment ça va fonctionner? Donc là, imaginons, on va partir toujours sur ce cas d'usage de notre boutique de vente en ligne. Alors, DBT l'appelle ça le Shuffle Shop. Vous pouvez considérer qu'on vend ce qu'on veut. Et en fait, on va avoir un modèle SQL qui va nous permettre de vérifier que tous nos clients qui sont présents dans la base de données actuellement ont un email valide. Ça peut nous permettre de détecter plein de choses, hein, notamment si par exemple on veut s'assurer que on va pouvoir leur envoyer des codes promo, des newsletters ou ce genre de choses. Donc là, vous pouvez le voir quand on regarde sur le petit screen, hein, on a une première sélection qui va nous permettre de récupérer tous nos clients, une deuxième sélection qui va nous permettre de récupérer les domaines d'adresse mail qu'on considère comme étant acceptés. Alors ça va vraiment être libre à vous. Je sais qu'il existe des listes sur Internet. Parfois, certains clients préfèrent créer les leurs, etc. Et en fait, après, on va faire une jointure entre ces deux sources de données et appliquer deux petits calculs dessus. D'abord une regex pour vérifier que le format de l'email est bon. Et ensuite, surtout, vérifier que le nom de domaine de cette adresse email est validé. Et en fait, là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir ajouter une colonne en true-false plutôt que, par exemple, de supprimer les lignes, d'enlever les lignes de clients qui n'ont pas un bon adresse email. Et en fait, du coup, entre guillemets, perdre de la donnée. Ça peut être intéressant ici de se dire, OK, certes, son adresse email n'est pas bonne, mais donc, du coup, au lieu de l'enlever de mes tables, je vais juste indiquer que
le format de son adresse email n'est pas bon, et comme ça, on pourra appliquer ensuite dessus des actions correctives, peut-être éventuellement trouver un moyen de les contacter, trouver un moyen de corriger ça, etc. Et donc, comme vous le voyez ici, on a une regex qui est assez simple, ça va renvoyer un oui ou non. Est-ce que l'adresse email est au bon format ou non? Et donc, ce fonctionnement de regex, on peut le vérifier en amont. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va les créer dans un fichier YAML toujours. Donc, toutes les configurations passent par du YAML dans DBT Core. Un fichier de configuration spécifique au unit test. Ça, c'est DBT qui recommande de le faire pour deux raisons. Déjà, je trouve que c'est bien de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire, en fait, de se retrouver avec des fichiers où à la fois du modèle, des tests, etc. Et aussi parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, ça peut prendre pas mal de place de les paramétrer. Donc, ne serait-ce que juste pour une expérience utilisateur un peu plus fluide et saine, c'est plus facile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc, on va définir le nom de notre unit test, on va lui mettre une description, et on va me passer une première clé modèle qui va indiquer à ce unit test quel code SQL de transformation il doit aller rechercher pour appliquer sur nos données statiques. Donc là, vous voyez qu'ensuite, on crée deux clés, la première étant given, qui va être en fait, si on traduit littéralement en français, étant donné ces données statiques. Donc du coup, là, on va les écrire à la main. Comme vous pouvez le voir, c'est du format JSON assez basique. On va créer... En fait, on va se baser uniquement d'ailleurs sur les colonnes qui nous intéressent, notamment dans la table Customers. Vous pouvez voir que si on revient sur le modèle précédent, on a le Customer ID, le First Name, le Last Name, etc. Mais en fait, ça, c'est des valeurs qui ne vont pas avoir un impact particulier sur notre transformation et sur notre regex. Donc, on va se concentrer sur uniquement les deux colonnes qui nous intéressent. Donc là, vous pouvez voir ça dans la clé rose. On a l'email et l'email top level domain. Et si vous avez le regard aiguisé, vous pouvez voir que dans les 4 lignes d'email, on a déjà des petites informations qui nous permettent d'identifier les emails qui sont censés être erronés. La deuxième ligne, par exemple, unknown.com, on peut se douter que du coup, c'est pour vérifier qu'on identifie bien ce nom de domaine comme étant inconnu. Et ensuite, les deux dernières lignes, c'est tout simplement des personnes qui ont probablement écrit trop vite leur adresse email. Donc, le badge gmail.com, il lui manque un arrobase, et le missing dot à gmail.com, comme son nom l'indique, il lui manque le point. Et ensuite, là où un peu toute la magie va se passer, c'est dans la clé expect, puisqu'on va lui dire, voilà, moi en fait ce que j'attends, c'est que sur les 4 lignes de clients que je t'ai donné et ensuite les 2 lignes de nom de domaine que je t'ai passé, j'attends de ce modèle SQL qui m'indique que cool@exemple.com a une adresse email valide et que donc du coup la colonne renvoie true et que pour les autres ça renvoie false pour les raisons qu'on a évoquées, le nom de domaine et le fait d'avoir mal écrit les adresses email. Juste pour que ce soit un peu plus parlant, on voit que il faut redéfinir en quelque sorte nos sources de données dans le paramétrage de notre unit test. Et en fait, après, quand on va lancer le test, automatiquement, DBT va pouvoir créer ces données factices, en quelque sorte, appliquer le SQL. Et s'il y a une erreur, et ben en fait, le run va s'arrêter. Et donc, du coup, on ne va pas rentrer dans l'écriture, dans la transformation des données du modèle SQL. Donc, on va éviter d'écrire des données erronées dans notre data warehouse. Alors, là, évidemment, je vous montre un unit test assez simple. Il y a peu d'exemples, il y a peu d'exemples erronés surtout. Et en fait, on peut vraiment rentrer dans l'écriture beaucoup plus précise et aller beaucoup plus loin et dans l'analyse qu'on veut en faire. C'est aussi pour ça que je vous ai mentionné la possibilité de passer des fichiers CSV derrière. On pourrait imaginer, par exemple, que toutes les nouvelles erreurs qu'on détecte au niveau de nos adresses email soient ajoutées dans un CSV ou que sais-je encore, et qu'ensuite on se serve de ce CSV comme source de données pour notre unit test, notamment par exemple en passant ça en seed ou que sais-je encore. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment assez basique, mais c'est pour vous donner l'idée qu'on peut aller aussi loin dans les tests DBT qu'on écrit nous-mêmes, en fait, en testant la donnée avant la transformation. Voilà, donc ça c'est pour les tests qui sont en quelque sorte déjà présents dans DBT Core, soit présents parce qu'ils existent déjà, soit parce que c'est à vous de les écrire. Et ensuite, il y a un peu ma partie préférée, je pense. C'est à la fois celle qui est la plus puissante et qui va surtout vous demander le moins de travail. Donc c'est peut-être pour ça que c'est ma partie préférée, je sais pas. Mais ça va être tous les tests qui sont présents dans les packages, dans les tests que j'ai catégorisé dans les tests externes, un peu comment dirais-je, représentation de la puissance de la communauté DBT. Donc, pour ceux qui ont plutôt l'habitude peut-être de coder en Python ou dans d'autres langages, en fait, c'est des librairies, tout simplement, qui contiennent, comme les librairies Python, énormément de fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas présentes dans DBT Core. Il faut savoir que DBT Core, comme son nom l'indique, c'est vraiment le cœur du projet de DBT, mais DBT Labs, la maison mère de DBT Core, développe elle aussi ses propres packages
qu'elle nous propose d'ajouter à nos projets DBT en fonction des besoins. Donc là, je vous en ai présenté 6 qu'on voit. Donc par exemple, le CodeGen qui va pouvoir écrire des fichiers YAML pour vous. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très puissant. Le Project Evaluator, etc. Et en fait, l'intérêt de tous ces packages, alors il y en a qui sont orientés vers plein de choses, mais ils comprennent notamment de nombreuses options pour tester les données. Et c'est là où ça va nous intéresser, c'est qu'en fait, au lieu parfois de se casser la tête à savoir comment écrire un test qui corresponde à nos besoins, comment paramétrer ces tests, etc., bah, en fait, on va pouvoir se tourner vers ces librairies externes, vers ces packages, pour aller un peu piocher, en fait, comme on irait au marché, les tests qui nous intéressent. Le premier package que je vais vous présenter, c'est DBT Utils. C'est mon package favori. Je pense que je n'aurais pas pu, je peux plus travailler sans lui, mais parce que j'aime énormément ce qu'il fait et en fait j'ai un peu tendance à l'ajouter par défaut dès que je crée un projet DBT. Il est très utilisé par ses macros qui vous permettent en fait de faire du group by, de faire des unions, des select étoiles, etc. Mais il propose quand même en fait des tests génériques qui sont très intéressants et qu'on utilise assez régulièrement. Alors là, j'en ai pioché quelques-uns au hasard et pour le coup, le screen que vous voyez sur la droite, c'est vraiment l'intégralité des tests qu'il propose. Le test de recency qui peut être intéressant, qui va vous permettre de vérifier si la donnée est plus ou moins récente qu'une date passée dynamiquement. Donc par exemple, on va pouvoir lui dire, je veux toujours que tu vérifies que cette table a des données qui datent d'il y a moins d'un jour, d'un moins une semaine ou ce genre de choses. Ça peut être utile, par exemple, quand on vérifie de l'incrémental, quand on fait des marques quotidiennes, hebdomadaires. Voilà. Le test d'expression true, il est très très pratique parce qu'il va vous donner une flexibilité dans l'écriture de vos textes très utile, puisque tout simplement, en fait, il vous permet de rajouter une clause where sur une colonne, enfin, de vous servir d'une clause where comme test sur une colonne. Donc en fait, ça rejoint un peu la logique que je vous ai présentée en amont, c'est qu'on va écrire une clause where et il va vérifier si cette clause where est valable pour toutes les lignes. Par exemple, si on reprend l'idée d'une commande dont la valeur est inférieure à 0, on pourrait mettre where order total cost inférieur à 0. Si ce n'est pas le cas, il vous renverra une erreur et il arrêtera le run. Le equal row count, très très utile aussi quand on va venir vouloir vérifier que deux modèles ont tout le temps le même nombre de lignes. Quand on va faire des jointures, ça peut paraître bête, mais en fait, ça peut nous permettre de détecter très facilement soit des doublons, soit des erreurs, perte de données. C'est-à-dire que tout à l'heure, le test natif que je vous ai montré, soit le note nul, soit le unique, il vous permet de détecter qu'il y a bien une valeur unique. Mais imaginons qu'on perde de la donnée parce que notre jointure est mal faite, etc. Et ils vont pas les détecter. Et donc, on va se retrouver ensuite avec des marques dans lesquelles on va manquer de données qu'on n'aura pas détectées. Donc, c'est là où vraiment, ça peut paraître tout bête, mais ça peut être très utile. Et enfin, un dernier que j'utilise aussi pas mal, c'est le Unique Combination of Columns. Donc là, le nom est toujours, comme les autres, très parlant, mais il va vérifier que deux colonnes ne créent des combinaisons qui sont uniques. Typiquement, quand on va vouloir, ça, on s'en sert beaucoup en tout cas pour moi, sur les modèles finaux de Mart, quand on va vouloir faire des métriques quotidiennes ou même mensuelles ou peu importe, on va pouvoir venir vérifier que, par exemple, on n'a bien qu'une seule ligne par jour par client, ou par site, ou par entreprise, ou voilà, peu importe. Et ça peut permettre de vérifier qu'on n'a pas fait, par exemple, alors là, j'en mets que 2, mais ça pourrait être sur 3, 4, 5. Donc, vérifier qu'à nouveau, on ne crée pas des doublons qui apparaissent par la suite. Et en fait, à nouveau, le test d'unicité dont je vous ai parlé en avant n'est pas utile dans ce cas-là, puisque comme on sait qu'on va avoir dans par exemple, le date ou le customer ID plusieurs fois le même ID, puisqu'on fait une ligne par jour. Sauf que on ne peut pas savoir si on en aura 2 par jour, 3 ou une seule. Le dernier package, celui-ci, c'est vraiment le plus costaud de tous, c'est DBT Expectation, qui est inspiré de son grand frère Python Great Expectation, enfin de sa grande sœur, la librairie Great Expectation. Et l'objectif de ce package, c'est vraiment d'apporter la même logique de vérification de la donnée dans DBT pour tester directement dans Data Warehouse. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail de tous les tests parce que les exemples que vous voyez sur le côté, c'est juste une partie de tous les tests qui sont proposés. Mais vous pouvez voir que vous pouvez tester le format d'une table, donc son nombre de lignes, vérifier qu'une colonne existe bien, les valeurs, etc. Vérifier les valeurs uniques, les valeurs manquantes. Et là, on peut même vérifier que certaines valeurs ne sont pas nulles, c'est-à-dire l'inverse du test. L'inverse du test précédent, c'est ça. C'est vérifier que des valeurs sont bien nulles, c'est ça. Parce que ça peut être intéressant, dans certains cas, d'aller chercher de la donnée nulle. On peut vérifier des ensembles de plages de données, on peut faire des comparaisons de colonnes, de chaînes de caractères. Il propose aussi des fonctions d'agrégation et de distribution. Donc là, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus poussé, mais c'est là où je vous dis que ça peut être intéressant des fois d'aller dire, OK, je sais que j'ai un peu cette logique complexe à tester, comment est-ce que je pourrais aller
m'en servir. Et au lieu de se plonger parfois dans la rédaction de tests un peu longs, ça peut être utile de se dire qu'on se contente d'utiliser ces packages qui ont été testés pour vous et qui fonctionnent bien. Et en fait, une fois qu'on a tous ces résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où ça peut être aussi intéressant d'aller un peu plus loin que juste l'écriture de tests dans DBT. C'est que en fait, le fait qu'il y ait des erreurs dans DBT, c'est une information en soi. C'est pas juste un petit warning qu'on doit laisser passer, bien évidemment. Et en fait, DBT vous propose une petite clé qui s'appelle Store Failures, qui va vous permettre tout simplement de lui indiquer que vous voulez stocker les données erronées qui ont été détectées par les tests DBT. Ce qui est assez chouette à ce niveau-là. Alors oui, c'est assez chouette de pouvoir paramétrer un projet DBT comme on veut, mais c'est qu'on peut passer ce paramètre soit au niveau d'un test unique. Donc par exemple, vous pouvez le voir sur le premier en carré à droite, celui en haut, c'est qu'on va le faire uniquement sur une colonne. On va pouvoir passer une clé de config dans laquelle on dit qu'on veut, on considère que store failures est true. On va pouvoir aussi l'écrire dans la définition de data test. Donc c'est un bloc SQL Jinja comme un autre, comme on pourrait configurer une table, un modèle, ou même carrément au niveau du projet dans son ensemble. Donc si vous voyez dans le cadre en bas à droite, donc on est bien dans le YAML du DBT project. Là, on va configurer nos profiles, les schémas de nos bases de données, éventuellement aussi la documentation. Et en fait, on va lui dire que par exemple, on veut que tous les tests de notre projet soient bien en store failures, sauf pour par exemple un ou deux packages externes. Et en fait, l'intérêt, alors là, je vais juste reprendre la main. Hop. Donc je pense, si vous pouvez juste confirmer que vous voyez bien deux écrans avec à droite, à gauche BigQuery et à droite VS Code. C'est tout bon. Parfait. Donc en fait, vous pouvez le voir à gauche, c'est mon data warehouse BigQuery avec mon dataset webinaire DBT dans lequel j'ai créé tous mes modèles. Sur la droite, vous voyez que je suis je suis dans mon modèle DBT, dans mon projet DBT. Et en fait, c'est pour certains qui sont un peu plus avancés dans l'utilisation de DBT, ils vont être assez choqués de voir que je n'ai que 4 modèles, mais c'était pour aller assez vite. Donc en fait, on peut voir ici que tous mes modèles tournent. J'ai aucun souci, on pourrait croire que du coup, vu qu'ils tournent, tout est OK. Sauf qu'en fait, si je vais faire un DBT test derrière, on va voir que, évidemment, ce n'est pas le cas. J'ai bien évidemment créé des données fausses en source pour m'assurer qu'il n'y ait pas un effet démo qui me fasse planter devant tout. Et donc là, on se retrouve, il me dit que voilà, dans mon test less than 0, qui concerne le modèle base order et sur la colonne order total, order total cost, c'est un peu cryptique à lire, mais comme j'ai l'habitude, je vous le décompose. Donc il faut vraiment voir le nom du code, le nom du test dans un premier temps, ensuite le modèle sur lequel, qui concerne, et ensuite la colonne sur laquelle il est appliqué. Donc en fait, voilà, il me dit j'ai trouvé une ligne dont le résultat est différent à 0, et en fait on m'a dit qu'il fallait que je renvoie une erreur si le résultat était différent à 0. Et en fait, sauf que ça nous aide pas des masses, c'est-à-dire qu'on va devoir aller chercher par nous-mêmes. Et c'est là où on va pouvoir rajouter, donc je vais juste clean mon terminal, je retape DBT test et je vais juste rajouter la petite clé, hop là, store failures. Il va relancer les tests, je ne vous spoil pas, mais le résultat sera bien évidemment le même. Et sauf que la petite différence qu'on a par rapport à tout à l'heure, c'est que ici, on voit que je peux accéder directement aux erreurs dans ma base de données. Et il me dit, voilà, tout simplement, il suffit de faire un select étoile from, hop, le nom de mon modèle. Alors lui, il est très long, donc je vais prendre plutôt celui d'en dessous. Je copie-colle, je retourne dans BigQuery, j'ouvre. Et j'ai donc assez, je peux voir que la commande 988 33 31 63 qui a été passée le 28 octobre 2022 a effectivement un order total cost qui est égal à -1. Et en fait, ce qui se passe, vous pouvez le voir ici, c'est que DBT a tout simplement créé un nouveau dataset dans lequel il est venu stocker, comme son nom l'indique, l'audit des tests DBT. Et on peut voir qu'on a accès à tout. Alors dans certains cas, en fait, il va nous renvoyer des valeurs vides puisqu'il n'y a pas d'erreur, mais au moins on sait que c'est là. Et en fait, ça va nous permettre tout simplement de pouvoir se dire que si on veut, on peut en créer un reporting directement dans le Worker Studio. Alors là, évidemment, c'est assez sommaire puisque je n'ai qu'une seule ligne, mais c'est juste pour vous demander en fait le processus à faire, et c'est quelque chose que nous on a mis en place avec Julien dans nos précédents scripts, qui permet en fait de communiquer l'information en quasi temps réel dès qu'on détecte. On fait un report, on va venir sélectionner BigQuery comme source de données, on fait notre petite custom query, on sélectionne donc notre projet qui s'appelle ici Random Nest,
On colle à nouveau la subquery. Alors j'annonce tout de suite, je ne suis pas un expert de Looker et encore moins un expert BI, donc si parmi vous il y en a qui trouvent ça laid, je vous prie de m'en excuser tout de suite. Et en fait, donc là, hop, on a notre petit rapport et on va pouvoir tout simplement ajouter, alors c'est assez basique, hein. Hop, en dernière colonne, notre total cost, voilà. Voilà, quand je vous disais que c'était pas très beau, c'est pas pour rien, c'est pas mes spécialités. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, là directement, j'ai un dashboard. Alors, à nouveau, je vous dis c'est sommaire, mais dans la première fois que j'ai mis ça en place, en fait, on avait détecté des anomalies dans notre base de données de production. Et donc, du coup, on avait une centaine de lignes erronées. Et en fait, l'intérêt, si on revient sur le PDF, c'est que le fait de pouvoir communiquer ces résultats, de pouvoir identifier en fait les résultats erronés, ça va vous servir énormément en interne. Déjà, ça va pouvoir vous servir sur du reporting interne, c'est-à-dire en fait savoir si, je sais pas combien de temps on a corrigé les erreurs, est-ce qu'il y a des erreurs qui continuent, sur quelle table, d'où viennent les erreurs, etc. Mais surtout, moi je trouve que c'est là où c'est important, c'est que ça va vous permettre d'informer les équipes clients, les équipes produits, en fait, peu importe qui, en direct. Et vraiment, c'est là où, au lieu que ce soit, il y a deux choses. Déjà, il y a une question de confiance en fait dans votre travail que je trouve très importante, c'est d'être capable de dire voilà, je sais qu'il y a une erreur, je l'ai détectée, donc je vous informe que cette erreur existe. Parce qu'il peut arriver que cette erreur ne soit absolument pas de votre faute. Et donc du coup, pouvoir dire, j'en sais rien, par exemple, cette commande en soi, c'est peut-être un dev qui l'a créé pour faire un test ou juste peut-être qu'il y a une erreur quelque part. Ça peut arriver aussi sur, par exemple, des noms qui sont manquants, par exemple, un client qui a réussi à créer son profil mais sans mettre son nom de famille, ce genre de choses. Et donc du coup, en créant ce dashboard, vous pouvez dire, voilà, tous les matins, une fois par semaine, vous pouvez aller vérifier immédiatement s'il y a des colonnes qui existent, des clients sans email ou ce genre de choses. Et puis aussi, et c'est là où je parlais de la collaboration avec les développeurs, c'est que très souvent, quand on travaille en interne sur une application en ligne, etc., on se retrouve à devoir collaborer. C'est pas toujours une collaboration qui est facile, puisque chacun a aussi sa manière de travailler, ses objectifs, ses timings à respecter. Et donc, du coup, le fait de pouvoir communiquer en direct, et nous, c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on avait mis en place cet alerting, communiquer en direct avec les devs en disant, voilà, nous, c'est ce qu'on a détecté, ça peut vous aider à aller identifier qu'est-ce qui a à corriger, etc. Et en fait, ça se fait du coup beaucoup plus facilement et en direct, sans avoir en permanence à un peu se renvoyer la balle et tout ça. Et surtout, ça permet un suivi de ces erreurs et une meilleure suivi au final de la qualité de votre donnée en direct. Voilà pour moi. Alors, les exercices pratiques, en fait, je vous les fais en direct. C'était un peu la cerise sur le gâteau. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là ou même pour qu'on revienne sur le reste. La parole est à vous. Merci Baptiste, c'était super clair. On a une petite question, je n'ai pas osé répondre dans le chat directement. C'est Pierre, enquête-il, qui demande le store failures. Est-ce qu'il va créer une table pour tous les tests à chaque fois? Ouais, c'est ça. C'est une table par test. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, sur un modèle, on va pouvoir vouloir identifier plusieurs types d'erreurs. Et surtout, en fait, ces erreurs, elles peuvent venir de différentes personnes, différents services, ou en fait avoir différentes possibilités. Et donc, du coup, si on revient sur BigQuery, on va vraiment avoir, on le voit d'ailleurs dans le nom de la table, on retrouve le même naming que le test, c'est-à-dire d'abord le nom du test, ensuite le nom de la table sur laquelle il est appliqué, et ensuite la colonne sur laquelle il est appliqué. Ça peut faire beaucoup de tables, sauf que dans les faits, en fait, on est sur des tables qui sont assez légères. Alors si, ça peut arriver si au moment du développement, effectivement, il y a une erreur et donc du coup, ça vous renvoie 1 million de lignes parce que vous avez mal configuré votre test. Dans les faits, nous, dans le cas dans lequel je vous parlais, on était sur une application qui existait depuis plus de 15 ans, 10 ans. On avait des centaines de milliers de clients, des centaines de milliers de commandes, et en vrai, on se retrouvait avec une centaine, 150 lignes au maximum. Donc ça fait des tables assez légères. Et donc voilà, si c'était le but de la question, de savoir si éventuellement ça pouvait devenir lourd ou quoi. Et si le test renvoie aucune erreur, il va quand même créer une table, mais c'est juste qu'elle aura aucune ligne. C'est ça, les lignes. Ouais, ok, très bien. Top, merci pour la réponse. Suite à la question de Pierre, si j'ai 10 tests sur un modèle, c'est galère à configurer, visualiser dans Looker Studio. Et après, on peut faire des modèles sur les résultats des tests. C'est ça. En fait, c'est vrai que là, il y aura toujours, c'est vrai que voilà, Florian, il s'est répondu tout seul à sa question. Voilà. En fait, c'est vrai qu'il y aura toujours un moment une limitation à cet usage.
l'idée, c'est quand même de se dire que on va souvent vouloir identifier un test en particulier si besoin. Donc, par exemple, c'est pour ça que je vous disais que on peut ne pas le mettre sur tous les tests. C'est-à-dire que au lieu de mettre là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez toujours le PDF, mais on va venir voir que le test, le store failures, on peut le configurer au niveau du projet ou au niveau d'une seule colonne. Et dans ce cas-là, si on le configure au niveau d'une seule colonne, ben en fait, on va avoir qu'une seule table au final. Et nous, par exemple, c'est ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était rendu compte, dans notre cas, qu'il y avait une erreur dans la base de données de dev. Et donc, on avait juste identifié la colonne, il y en avait 3 ou 4 en question. Et en fait, on avait donc 3 ou 4 tables seulement. Et donc voilà, quand tu dis 1000 tests égale 1000 tables, bah, dans les faits, oui, sauf qu'en fait, on va souvent vouloir affiner. Et c'est pour ça que je vous ai présenté effectivement ces 3 possibilités. Moi, dans les faits, je mets jamais le store failures égale true au niveau du projet. Parce que je trouve qu'effectivement, en fait, c'est complètement overkill et ça a peu d'intérêt. Alors que par contre, si on le met vraiment au niveau de la colonne qu'on identifie comme étant potentiellement problématique ou qu'on sait même être problématique parce qu'on a ces erreurs et qu'on veut juste suivre au fur et à mesure du temps les évolutions, bah voilà. À chaque DBT test, les anciennes tables sont effacées et re-remplies, absolument. Alors ça, c'est problématique ou non, c'est-à-dire que soit en fait, c'est dans les faits souvent, enfin, moi, alors c'est pas présent. Je vais éviter de donner des généralités parce que là, je me base uniquement sur mon expérience à moi. Dans les faits, on n'avait pas forcément envie d'avoir, on n'avait pas forcément besoin de l'historique. L'idée étant juste de se dire, en fait, l'objectif, c'est que la table arrive à 0 et qu'on soit passé en un jour de 20 à 10 et puis après de 10 à 9, de 9 à 8, etc. C'était pas forcément. Nous, ce qu'on voulait juste suivre, c'était est-ce qu'il y a encore des lignes ou non. On peut imaginer d'ailleurs une mise en place d'un script ou d'un modèle qui vienne taper directement dessus pour garder tout l'historique. Dans notre cas, c'était pas nécessaire. Ouais, c'était une question qui tombe, c'est est-ce qu'on peut référencer les tables issues du persist failure ou pas dans les modèles? Alors, j'ai pas eu besoin de le tester, mais dans les faits, en fait, dans les sources DBT, on peut tout à fait sourcer plusieurs datasets, plusieurs projets. Donc, il y aurait aucun problème à le faire. Dans mon cas, en fait, les seuls cas d'usage qu'on avait eu, c'était on nous avait demandé de mettre en place des dashboards pour suivre ces lignes d'erreur. Mais en soi, en fait, c'est juste référencer un autre dataset. Donc, il faut créer une source qui se base sur. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer qu'en fait, on peut vite s'y retrouver puisque le naming est assez strict en quelque sorte, ou en tout cas assez réglementé. On peut tout à fait savoir qu'il y aura un dataset webinaire DBT, enfin DBT test audit qui va apparaître et qui contraindra les données. Et oui, c'est ça, voilà. Plutôt les créer en source plutôt qu'en ref, c'est une bonne pratique. Après, dans les faits, je vais pas venir vous taper sur les doigts parce que vous n'avez pas suivi cette bonne pratique dans les prochains jours ou hanter vos cauchemars, mais l'idée, c'est voilà, c'est la bonne pratique de plutôt se servir de ce dataset comme dans une source pour l'utiliser en ref. Il est trop fort, Florian. Florian, si tu veux changer d'entreprise, on peut te recruter. C'est trop bien, ça répond aux questions. Il y a Lilian aussi qui demandait, du coup on fait un coucou à Lilian qui travaillait chez Nest aussi auparavant. Les tests dans Dataform, effectivement, Elias a répondu. Il y a une feature qui s'appelle les assertions, qui permet de faire à peu près la même chose en termes de configuration, de tests, etc. La chose que tu vas avoir un peu moins que sur DBT, et en fait c'est un peu le cas pour toutes les features, c'est tous les packages de la communauté, le fait que ce soit intégré à l'échelle, etc. Pour refaire Great Expectations dans Dataform, par exemple, ça c'est une demande qu'on avait d'un client, il y a du taf, quoi. Si on veut le faire de façon propre. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais Florian, quand tu dis que c'est overkill, en fait, tout dépend du besoin du client interne, de ton client, ou en fait, avec Julien, il m'a appris à dire que tout était possible, mais qu'il fallait savoir combien de temps on avait et combien les gens étaient prêts à payer pour le faire. Donc voilà, si un jour on te fait la demande, c'est tout à fait possible de le faire. Simplement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le temps que tu vas y passer? Bon, bah ça, c'est évidemment libre à toi ou ton client ou tes collègues de le décider. Ou ton chef, après, bien évidemment. tu pourrais même faire des tests sur les résultats des store failures. Puis là, tu fais Inception sur ton truc et tu fais un trou noir. En fait, de toute façon, pour résumer un peu tout le webinaire et toutes nos discussions, en une phrase, c'est qu'on peut toujours faire plus, mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment on peut intégrer tout ça dans vos bonnes pratiques et du coup, vraiment dans une production quotidienne, sans que ce soit pour autant une montagne. Alors, on pourrait évidemment évoquer les data contracts. Simplement, là, je voulais vraiment me concentrer sur les fonctionnalités de test. On pourrait parler aussi de la freshness des sources. Enfin, il y a plein de possibilités, mais il est déjà 10h50. Je suis passé assez vite sur certaines fonctionnalités. Donc voilà, je suis d'accord. On aurait pu parler de plein d'autres choses, mais c'est vrai que. Bon, les data contracts, c'est assez récent dans DBT aussi. Hein.
Je pense qu'en termes de questions, on n'est pas trop mal. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à hurler dans le chat. On a vu 2-3 petites remarques, je vais les reprendre parce que Pierre et Florian, il me semble, parlaient du coût des tests. Et ça, effectivement, en fait, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, surtout en fonction de la taille de votre projet. Mais quand vous avez un énorme projet DBT et que vous voulez mettre en place une stratégie, par exemple, de 100% de test coverage, etc., ben derrière, en fait, c'est des requêtes sur votre BigQuery, sur votre Snowflake, etc. Et donc ça coûte de l'argent. Et il faut le regarder comme un cost center. Il faut avoir les mêmes pratiques de FinOps sur vos tests que sur vos modèles quand vous avez un gros projet. Si vous avez un projet avec 15 tables et 8000 lignes, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Mais effectivement, dans les tests que Baptiste montrait, si on sélectionne toutes les colonnes, le test va lire toutes les colonnes pour générer le résultat de test. Alors qu'on peut pointer que les 3-4 colonnes qui nous servent pour le debug et du coup éviter de faire... Absolument. J'avoue que c'est quelque chose que je me serais tapé sur les doigts moi-même si je m'étais vu écrire ça dans un projet réel. Je reconnais, je vous présente mes excuses. J'ai fait ça un peu rapidement. Juste l'idée, c'était de me concentrer plus sur la logique, mais c'est effectivement une très bonne pratique parce que ça rajoute des requêtes en plus, ça rajoute du calcul en plus, ça rajoute du stockage en plus. Et donc, c'est forcément quelque chose qui à prendre en compte. Donc, absolument. Ouais. Et 2 autres petites choses sur l'exemple que Baptiste montrait avec les unit testing dans DBT. Ça, c'est très intéressant aussi pour approcher le développement dans DBT un peu en test driven, comme ce que font les software eng par exemple. Et définir l'attendu d'un modèle et les résultats cibles qu'on connaît par exemple dans un back-office qui est disponible chez vous, ça permet de valider tout de suite la logique des modèles, de voir qu'on va vraiment cibler la bonne target et qu'on aura le même chiffre d'affaires par exemple, parce qu'on a des samples de validation qui nous permettent de valider ça. Est-ce qu'on recrute en TT? On recrute en TT, absolument. Nest, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais c'est une entreprise qui est délocalisée dans le sens où, alors, on est local puisqu'on habite quelque part en France ou à l'étranger, mais il n'y a pas d'exigence à être dans des bureaux à tel endroit. Donc, on travaille un peu de partout en France, à l'étranger, et on se retrouve dans les coworking des grandes villes quand on le souhaite. Multilocal, voilà, Lucie corrige le terme. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on fait 2 séminaires par an qui sont très sympathiques. On a fait le Club Med la semaine dernière. Et des journées de Nest assez régulièrement. Le PPT de la présentation sera disponible, pas de problème. Lilian recommande la boîte. Lilian, il va revenir dans l'entreprise, c'est sûr. Par contre, attention, parce que moi, pendant les séminaires, je suis le genre de personne. Alors, Julien le fait encore plus que moi à vous dire à quel point DBT c'est fantastique et à quel point il faudrait passer tous les projets sur DBT. Donc, par contre, il faut s'attendre à ça. Merci Rebecca pour le petit message. Est-ce qu'il y a des questions finales? Il reste 7 minutes. Hop. Je regarde, mais je pense qu'on n'en a pas loupé. J'ai pas de questions dans le... Et Florian, pour ta question freelance, alors on en fait les 2 formules. Nous, on est vraiment employé de l'entreprise, etc. Après, on a une offre Nesters qui nous permet de trouver des talents et de les positionner chez des annonceurs qui ont besoin de talents long terme, etc. C'est aussi des choses qu'on fait. Pierre a une question et il annonce qu'il a une question, donc ça va être un gros truc. Dans tous les cas, le replay sera disponible aussi. Réécrire ses propres tests, mais... Alors ça va vraiment dépendre de toi, de vous, de votre pratique. Dans la documentation DBT, par exemple, il vous explique comment écraser les tests uniques et not nuls de DBT pour pouvoir les affiner à votre goût si besoin. Donc, je pense que ça dépend vraiment, et c'est toujours une question d'équilibre, coût, temps, motivation, compétence. Enfin, bon, c'est un multi-équilibre, on va dire, mais il faut quand même se dire qu'on a la chance d'avoir tous ces tests disponibles, tous ces packages disponibles, et la possibilité de s'en servir, c'est quelque chose qui va pas bouffer énormément de temps, c'est pas un truc ultra lourd qui va venir faire sauter votre projet ou le faire tourner en 3 fois plus de temps que normal. Donc, il faut quand même se dire que d'un point de vue optimisation, c'est utile de les avoir. Par contre, dans certains cas, ça peut valoir le coup de les affiner. Mais en fait, c'est là où il existe une telle variété de tests possibles
qu'on peut peut-être se dire, est-ce que en fait ce que je veux réécrire n'est pas disponible dans un autre test, dans le package par exemple Great Expectation, ou est-ce que effectivement il vaut pas mieux qu'au lieu de télécharger le package et d'aller chercher le nom, vu que c'est quelque chose de facile à écrire, je le rédige moi-même. On l'a vu, c'est juste du SQL avec un where un peu plus spécifique que ce qu'on a l'habitude d'écrire. Donc ça, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste que ça va dépendre de vous, ça va dépendre aussi du temps que vous avez, de ce que vous aimez faire et tout ça. Yes. J'en avais parlé un tout petit peu en intro quand il n'y avait pas encore tous les participants. Il y a un package aussi qui est très utile sur le hub DBT là, qui s'appelle DBT Coverage et qui vous permet de scorer vos projets pour voir si tout est documenté et tout est testé. Alors encore une fois, tester 100% d'un projet avec des centaines de modèles, ça peut coûter de l'argent, donc c'est pas forcément intelligent de se dire je vais tester toutes les clés non nulles, uniques, etc. parce qu'après ça coûte de l'argent. Mais on peut mettre des attendus de tests minimaux, documentation minimale sur les tables, sur les colonnes pour après se dire que on suit la santé du projet et on l'améliore quand c'est nécessaire, quoi. Donc je vous conseille de regarder ça aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à documenter vos tests. Il faut documenter les modèles, il faut tester les modèles. Mais alors, si dans l'idéal, si vous arrivez à documenter vos tests, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des gens qui vont reprendre votre code 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, comme par exemple Manon ici présent, et qui peut se retrouver avec des tests qui pourraient avoir été écrits il y a 5 ans, sans documentation, avec un nom en plus pas forcément parlant ou qui n'est pas parlant pour elle. Donc ça peut toujours servir de rajouter un petit... on l'a vu, si je reviens sur le test unitaire, on a cette ligne de description et ça peut servir. Souvent, les tests sont faits un par un, non, par exemple, plusieurs non nuls sur plusieurs colonnes. Oui, tout à fait. Alors, c'est parce que souvent, en fait, c'est pour ça que je disais aussi que c'était, en parlant au début des tests natifs, en fait, c'est très simple d'ajouter sur une colonne juste le test non nul. Après, effectivement, il y a peut-être un moment où il va falloir se dire, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si une seule colonne est non nulle ou si toutes les colonnes sont non nulles. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'au lieu de se taper tous les tests non nuls, on va écrire un test où on va prendre notre modèle et dire, on va sélectionner chacune des colonnes, mettre un AND ou un OR dans notre requête-where en fonction de ce qu'on cherche à trouver. Et effectivement, et c'est là où ça peut être intéressant de gagner un peu de temps de compute, etc. Mais c'est ce que j'allais dire. Voilà, tout dépend vraiment du besoin et des... Ouais, aussi, oui. Oui, c'est vrai que, alors après, il existe, l'écosystème autour de la modélisation, pas que de DBT d'ailleurs, est tellement vaste et florissant. Là, on pourrait repartir sur encore plus de temps si on parle de la doc et tout ça, mais effectivement, oui, ça peut être intéressant justement de combiner tout ça. Là, moi, j'ai montré le rapport Looker Studio parce qu'en fait, vous l'avez vu, c'est vraiment en 3 clics. Le premier qui sélectionne la requête et qui le copie-colle, le deuxième qui fait New Report et le troisième qui vient juste changer la taille des colonnes. Mais c'est très sommaire. Et effectivement, on peut aller encore plus loin et faire encore mieux après. Il reste 2 minutes. On a le temps, je pense, du coup, de vous remercier pour votre participation. Merci pour les questions et les commentaires dans le chat. Il y a du bon niveau, quoi. C'est chouette de faire des webinaires avec des gens qui ont du répondant et qui ont des questions un peu fines. Le replay sera disponible. Les slides, on va les mettre sur LinkedIn ou autre pour vous passer accès à tout ça. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, donc Baptiste Buchou ou Julien Beauvais. Par mail, c'est prénom.nom@onest.co. Si vous avez des questions, si vous voulez, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, on prendra toujours le temps d'en discuter avec vous. Ça nous fait toujours plaisir de partager la connaissance. C'est un peu une des valeurs clés de Nest. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à toutes et tous et très bonne journée à vous. Merci. C'est mieux de finir comme ça. Bon courage pour la journée. J'espère qu'il fera un peu meilleur et qu'il y aura moins un peu plus vocal. Il ne pleut pas dans votre salon. Je vais vérifier s'il pleut dans mon salon ou pas tout de suite là. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.